Pour être honnête, je dis toujours que la vérité ne va pas avec les émotions, qu'une personne émotive est plus éloignée de la vérité. Parce que lorsque tu essaies de chercher la vérité, la première chose que tu dois faire, c'est mourir à toi-même, mourir à tes émotions, mourir à ton ego, mourir à tes croyances. Tu dois être capable de dire « je me suis trompé ». Dans le domaine des relations, être un homme émotif ne te rend pas service. Et dans les relations, qu'elles soient entre hommes et femmes, relations de couple ou relations d'amitié, je n'aime pas avoir d'amis émotifs, car ils peuvent te trahir à tout moment. Les femmes sont émotionnelles, non? En règle générale, on ne peut pas parler en termes spécifiques, on parle de ce qui est général, les femmes sont émotionnelles, donc aujourd'hui elles ressentent une chose, aujourd'hui elles t'aiment, aujourd'hui elles sont super amoureuses, et le lendemain il se passe n'importe quoi et elles changent. Les femmes modernes veulent un traitement traditionnel sans respecter les exigences traditionnelles. Et c'est là qu'il y a l'asymétrie entre vouloir tous les privilèges d'autrefois, mais ne vouloir aucune des responsabilités qui accompagnaient ces privilèges. Alors, c'est comme le féminisme en général, c'est basé sur le privilège, le privilège, le privilège, le fait de ne retenir que ce qui les arrange dans ce que les hommes ont fait. Par contre, les responsabilités, aucune. Aujourd'hui, dans notre société sans valeur, où les hommes n'ont pas de valeur, où les femmes font ce qu'elles veulent et où règne un chaos absolu, il faut rester red pill jusqu'à trouver la bonne femme, sinon tu risques d'être trompé et de mal finir. C'est-à-dire, les gens préfèrent qu'on leur raconte ce qu'ils sont en train de voir, plutôt que de regarder de leurs propres yeux et de dire « je vois ça ». Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un collègue, un conspirationniste, un ours légendaire, un sanglier à la toison dure, un homme qui défend l'idée que les hommes doivent rester des hommes, une personne qui nage à contre-courant, c'est pourquoi je le compte toujours dans mon équipage. Aujourd'hui, nous accueillons Azarian Hutz. Comment vas-tu, mon ami? Très bien mon pote, merci beaucoup pour l'invitation, j'avais vraiment hâte d'avoir cette petite discussion ici avec toi. Ça fait 1 an qu'on parle de venir, et entre une chose et l'autre, on a repoussé ça. Les temps de Dieu sont parfaits, mon pote. Les temps de Dieu sont parfaits. Ou quand il devra se faire du mal. Allons-y, qui est Dieu pour toi? Ouf. Eh bien, tu tombes à un moment compliqué. Quant à savoir qui est Dieu, je suis sûr que Dieu est une force universelle, créatrice, qui est au-dessus de nous tous. Mais te dire qui il est exactement, lui donner un visage, une personnalité ou quelque chose, eh bien, je ne saurais pas te dire. D'accord, j'aime la réponse. Cette émission va être flow freestyle à fond, on n'a rien préparé, on vient de manger, et Michael était là en train d'observer, et on a parlé de l'histoire et tout ça. Alors, je veux savoir, qui es-tu sur les réseaux? D'accord. Eh bien, moi, je dis toujours que je n'aime pas m'étiqueter, je n'aime pas me mettre des étiquettes. Je suis un gars qui, depuis tout petit, quand on m'offrait des jouets, des circuits électriques et tout ça, je les démontais toujours. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas de jouer, mais de comprendre comment ça fonctionnait. Donc, au fur et à mesure que je grandis, évidemment, les jouets ne m'intéressent plus du tout, mais j'essaye de démonter le système, j'essaye de savoir quelle est la vérité du monde dans lequel je vis. Donc, mon but dans la vie, c'est d'essayer, essayer de chercher la vérité. Et c'est ça qui a façonné mon image et qui je suis sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire la vérité dans tous les domaines possibles. C'est mon but, c'est ce qui m'empêche de dormir, c'est ma soif. Et la vérité est unique. La vérité est unique, chacun crée sa réalité, mais la vérité reste une seule. Le problème, c'est de trouver cette vérité qui est bien cachée. Et ce chemin, cette quête de la vérité, où t'a-t-elle mené? Eh bien, cela m'a mené dans toutes sortes de directions, de tous horizons, de toutes les couleurs et saveurs que tu puisses imaginer. C'est-à-dire, cela m'a mené par... Regarde, la vérité, je dis toujours que la vérité ne peut pas être proche des émotions. C'est-à-dire, une personne émotive est plus éloignée de la vérité. Parce que lorsque tu essaies de chercher la vérité, la première chose que tu dois faire, c'est mourir à toi-même, mourir à tes émotions, mourir à ton ego, mourir à tes croyances. Tu dois être capable de dire je me suis trompé. Ce qui est quelque chose de très difficile dans le monde dans lequel nous vivons, qu'une personne dise je me suis trompé tout ce temps. Alors en fait, je pense que la vérité consiste un peu à être capable de ne s'attacher à rien, à ne pas avoir d'attache émotionnelle. Et donc chercher la vérité là-dedans. Et tout cela, eh bien toute cette question de ma recherche de la vérité, qui était mon objectif principal, l'a toujours été depuis que je suis très jeune. Je pense que ça t'apporte aussi un grand développement personnel, parce qu'au final, ça te rend moins émotionnel. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de m'attacher à quoi que ce soit, je n'ai pas besoin d'être fanatique de quoi que ce soit. C'est-à-dire, j'essaie simplement de chercher la logique, la rationalité, tout le temps. Et ça, au final, ça me permet de me développer personnellement.
Je comprends. C'est-à-dire, tu fais une corrélation directe entre une personne qui cherche la vérité et le fait que cette même personne va en même temps se développer personnellement et grandir en tant qu'individu. Par exemple, dans le domaine des relations, être un homme émotif ne t'apporte rien de bon. Et dans les relations, que ce soit entre hommes et femmes, relations de couple, ou dans les relations d'amitié. Je n'aime pas avoir d'amis émotifs, car ils peuvent te trahir à tout moment. Tout à fait. Tu es d'accord, non? Je suis d'accord, je suis d'accord. Oui. Donc voilà, je pense qu'en tant qu'homme, l'une des vertus que nous avons, nous les hommes, c'est d'être rationnels. Parce qu'une des choses que les femmes apprécient le plus chez un homme, c'est qu'il tienne parole. Et tu ne peux tenir parole qu'en étant rationnel. Si tu es une personne émotive, tu ne peux pas tenir ta parole. C'est une... C'est une belle phrase et une belle réflexion que j'aimerais que tu développes un peu plus. Comment expliques-tu et comment confirmes-tu que le manque de rationalité ou l'excès d'émotivité est toujours lié au fait de ne pas tenir parole? Parce que tu vois, les femmes sont émotives, n'est-ce pas? En général, nous parlons de ce qui est général, pas de cas spécifiques. Les femmes sont émotionnelles, donc aujourd'hui elles ressentent une chose, aujourd'hui elles t'aiment, aujourd'hui elles sont super amoureuses. Le lendemain, il se passe n'importe quoi et elles changent. En fait, les femmes sont émotives. Nous sommes ceux qui devons tenir parole. Nous sommes ceux qui devons être. En fait, la rationalité est... Elle va en fait de pair avec son développement. Ne pas te laisser emporter par les émotions. Tu dois mettre les émotions de côté pour tenir parole et dire d'accord, je vais tenir ma parole, quoi qu'il m'en coûte. Peu importe si mes émotions, mes sentiments ou mes envies vont à l'encontre de cela. Les femmes apprécient cela. Pour moi, le mariage, c'est la femme cherche surtout ta parole d'homme. La parole de je vais être fidèle et je vais rester avec toi pour le reste de ma vie et je te donne ma parole devant Dieu. Elle cherche cela. Nous, on recherche autre chose, la pureté, qu'elle ne se soit donnée à personne. C'est ça, le mariage. C'est l'échange de valeurs dans un mariage. Tu me donnes ce que tu as de plus précieux ou ce que je considère comme le plus précieux, c'est-à-dire me donner une descendance. En fin de compte, c'est ce que tout homme recherche. Même si on te dit que ce n'est pas moral ou autre chose, c'est ce que tout homme recherche en fin de compte. La descendance, c'est le but numéro un des êtres humains. Et elles cherchent un homme qui subvienne à leurs besoins, les protège et leur donne la sécurité toute leur vie. Donc, cela se construit avec ta parole. Exactement. Si ta parole ne vaut rien, rien n'a de sens. Et c'est pour ça que les femmes accordent autant de pouvoir et de valeur à la parole. Parce que c'est cette parole qui est capable de garder un homme attaché à elle pour qu'il remplisse sa mission au sein de la relation. Exactement. Sa volonté, ses valeurs, son honneur, c'est tout. Au final, tenir parole, c'est un ensemble de choses. Et ça, aujourd'hui, déjà, je vois souvent des gens se marier et je me demande pourquoi tu te maries. Ils se marient pour la fête, ils se marient parce qu'ils vont être avec leurs amis, parce qu'ils vont se saouler, parce qu'ils vont s'amuser, pour mille raisons. À cause de la pression de la femme. À cause de la pression de la femme, pour mille raisons qui ne me convainquent pas. En fait, la seule chose qui me convainc, c'est la descendance. La descendance. Pour moi aussi, c'est la seule raison qui me pousse à me marier. Je voulais te demander concernant les hommes, les femmes et les relations. Il y a beaucoup de vérités, et je pense que mon podcast Red Pill a été l'un des premiers à apporter ces vérités un peu inconfortables dans le monde hispanophone, mais parlons un peu de Red Pill. D'accord. L'analogie. C'est une analogie au film Matrix, qui signifie... Je n'ai pas vu Matrix, mec. Comment tu n'as pas vu Matrix? Non. On me le dit tout le temps. Tu dois voir Matrix. Tu dois la voir. Tu dois la voir parce que, surtout, une personne qui cherche la vérité, c'est un film qui reflète parfaitement la guerre dans laquelle nous nous trouvons. Nous, ceux qui osent penser en dehors du cadre préétabli. Par ceux qui contrôlent le système, ce système qui serait la Matrix. Alors, quand tu vois la lutte des protagonistes du film et les phrases que ces protagonistes disent à propos des autres personnes, ils ne sont pas forcément ennemis, mais défendent un système fait pour les opprimer. Tu te rends compte de plusieurs choses et cela fonctionne très bien comme allégorie ou même comme analogie à la réalité moderne. Je te recommande ce film, mais La pilule rouge. C'est une analogie concrète de la pilule rouge qui te réveille à la réalité. Et une fois que tu prends cette pilule, tu ne verras plus jamais le monde de la même façon. Je veux aborder un peu la pilule rouge dans les relations entre hommes et femmes. Pourquoi est-elle nécessaire et pourquoi en même temps est-elle, dans un certain sens, nuisible? Cela arrive quand quelqu'un prend tout au pied de la lettre, car mon podcast s'appelle Red Pill et je m'appelle jred.redpill, un nom dont je ne peux plus me détacher. Ce que j'ai fait, c'est donner un autre sens à Red Pill.
Ce n'est pas seulement la philosophie de la recherche de la vérité intrinsèque dans les dynamiques entre l'homme et la femme, mais c'est aussi toute vérité dérangeante que le système ne veut pas que tu saches. Effectivement. Quand on parle de red pill, au final, je vois les relations red pill ou quelque chose comme ça. Regarde, j'ai créé ma marque personnelle en premier lieu à travers les valeurs chrétiennes, les valeurs bibliques, d'accord? Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces histoires de red pill, à être un peu plus agressif avec les femmes sur certains sujets, à dire écoute, ben, ça ne peut pas être comme ça, ce n'est pas la bonne manière, ou quand on parle de sujets red pill, d'éveiller les hommes, d'avoir des valeurs et des critères, ne reste pas avec n'importe quelle femme et des critères. Ce qui est très mal vu aujourd'hui dans la société, n'est-ce pas? Beaucoup de gens me disent, hein, que ça va à l'encontre des valeurs chrétiennes, qu'ils te disent: «Non, mais ce n'est pas ce que Jésus a dit, ce ne sont pas les valeurs chrétiennes. La red pill est complètement à l'opposé des valeurs chrétiennes». Je ne sais pas si on te l'a déjà dit aussi, mais bon, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, n'est-ce pas? Tu dois avoir des valeurs chrétiennes, tu dois agir avec comme un conservateur, tu dois comme un gentleman, tu dois agir comme un gentleman, mais avec la femme qu'il faut. C'est-à-dire, autrefois, c'était de facto, mais parce qu'il n'y avait pas ce hypersexualisation. Cette hypersexualisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire autrefois à 19 ans, ils avaient déjà une compagne, ils avaient pratiquement déjà une femme et ils avaient déjà des enfants. Et c'était comme ça, c'est-à-dire, et tu restais avec cette femme jusqu'à la fin de tes jours. Donc cela avait du sens. Dans notre société actuelle, où les hommes n'ont pas de valeur, les femmes font ce qu'elles veulent et règne un chaos total, il faut être red pill jusqu'à trouver cette femme, sinon on risque de se faire avoir et mal finir. Et au final, tu vas finir mal, c'est-à-dire ça peut te faire perdre beaucoup d'années de ta vie, ça peut te faire perdre beaucoup d'argent, ça peut te faire perdre. En fait, une femme peut te construire, t'emmener au sommet, comme elle peut te détruire complètement. Donc tu dois être red pill pour bien choisir. Et ensuite, une fois que tu l'as choisie, tu dois appliquer avec elle toutes les valeurs conservatrices. Avec cette femme que tu es, Je suis d'accord. Je suis d'accord. Aujourd'hui, les anciens pactes sont rompus. Les femmes modernes exigent un traitement traditionnel, mais elles ne remplissent pratiquement aucune des exigences traditionnelles. Et c'est là qu'il y a une asymétrie. Je veux tous les privilèges d'autrefois, mais je ne veux aucune des responsabilités qui accompagnaient ces privilèges. Alors c'est comme, bon, le féminisme en général est basé sur le privilège. Oui, privilège et privilège, c'est du cherry picking de tout ce que les hommes ont fait. Par contre, les responsabilités, aucune. Donc ce que tu dis reste vrai. totalement. Les responsabilités, regarde, c'est très curieux. Et en fait, normalement, enfin, nous avons tendance à rejeter la faute sur le féminisme. Mais en réalité, au-delà du féminisme, il y a toujours un groupe d'hommes qui utilisent les femmes comme un outil pour détruire la société. C'est-à-dire, hein, toutes ces idées féministes, non, tout ça, l'idée de la femme émancipée. Je suis une femme émancipée, indépendante, j'ai mes propres histoires, mes propres valeurs, mes propres principes. Exactement. Non, non, non. On te vend tout ça à travers les médias, à travers la société, d'en haut. Par une élite qui veut te détruire. C'est-à-dire, tu n'es pas indépendante. Tu es indépendante de l'homme censé te protéger. Ou de l'homme que tu pourrais avoir plus tard et qui allait veiller sur toi et te protéger. À être une protection pour toi. Mais tu deviens dépendante d'un autre homme, plus haut placé qui ne veut rien de bon pour toi et cherche à détruire la famille. Et ici, je pense que nous sommes d'accord. Je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Les femmes ou le mouvement pour libérer les femmes a-t-il été un mouvement pour les asservir vers une idéologie dont la seule intention est de fissurer le tissu social le plus important, qui est la famille, totalement, le noyau. De la société. Pour que tes enfants n'appartiennent plus à toi, mais à l'État et à sa bureaucratie. Pour qu'ils paient aussi des impôts. Totalement. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est simple. Sur ces sujets, les gens sont de plus en plus éveillés. Ce n'est même plus à la mode, ils l'acceptent déjà. Oui. Beaucoup de femmes disent c'est positif que la femme travaille. Moi aussi, je pense qu'il est positif qu'elle ait le choix de décider pour sa vie. Le problème, c'est que la femme a été influencée à faire tout le contraire de ce qu'une bonne mère ou une bonne épouse devrait faire. Sur ce point, tu vois, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'elle cherche toujours un homme au top. C'est dans la nature humaine. C'est-à-dire le meilleur possible, c'est normal. Mais cet homme-là, cet homme qui s'est construit,
qui a monté son entreprise, qui a une source de revenus, qui peut subvenir aux besoins, qui peut protéger, qui est débrouillard, qui est compétent. Ce genre d'homme, quel intérêt a-t-il pour une femme qui travaille? Tu n'as aucun intérêt pour une femme qui travaille. En fait, ce que tu veux, c'est une femme qui s'occupe de la famille, qu'elle t'apporte de l'amour à la maison, qu'elle t'apporte de l'harmonie, qu'elle t'apporte de la paix. Tu ne cherches pas une femme qui apporte une source de revenus. Tu ne cherches pas une femme qui ait des diplômes universitaires. Tout ça, tu t'en fiches. Totalement. Elles veulent une chose, mais deviennent exactement le type de femme que cet homme, ce prototype d'homme qu'elles recherchent, ne veut pas. Et ensuite, elles se retrouvent avec ce conflit. Les hommes n'aiment pas les femmes qui travaillent aujourd'hui. Eh bien non, bien sûr. Les hommes n'aiment pas les femmes qui réussissent. Les femmes travailleuses plaisent. Mais ce qui dérange, c'est que Qu'elles travaillent dans... Moi, au moins, j'aime qu'elles travaillent dans un but commun, c'est-à-dire qu'elles m'aident ou à la maison, ou dans les tâches ménagères, ou avec les enfants, ou avec Palacio Hall, non? je te le dis franchement. Eh bien, tant pis. C'est comme ça, si je te dis la vérité et que ça ne te plaît pas, désolé, mec. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je comprends. Mais en même temps, je pense que le problème n'est pas tant avec la femme qui travaille en général. Tu peux avoir ton opinion personnelle et individuelle. Je pense que le problème des hommes aujourd'hui, c'est que les femmes, pendant de nombreuses années de leur vie, concrètement, pendant leurs années les plus fertiles, celles où elles ont le plus et les meilleures options, elles se consacrent à vivre leur vie, à s'affirmer sur le marché du travail, à réussir. À rivaliser avec les hommes, À un moment, l'horloge biologique se manifeste. Après la trentaine, elle constate des changements. Elle réalise que les hommes de leur âge seront toujours attirés par des femmes d'une vingtaine d'années et finissent par reprocher aux hommes de ne pas les choisir à cause de leurs propres choix. Mais ces mauvaises décisions n'ont pas été des choix qu'elles ont pris librement, parce que je pense que la liberté doit toujours aller de pair avec la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de comment fonctionnent les dynamiques de couple, de comment fonctionne la nature masculine, si les hommes n'ont pas conscience de comment fonctionne la nature féminine, nous sommes condamnés à prendre des décisions dictées par l'ignorance. C'est pour cela qu'il est si important que les gens comprennent ce que veulent les hommes et ce que veulent les femmes. Et si ce que tu veux et à quoi tu aspires, c'est une vie de famille, il est logique et sain que tu comprennes cela et que tu n'essaies pas de changer les règles du jeu, parce que les règles du jeu sont avec nous depuis de nombreuses années, et elles ont à voir avec l'instinct, avec la psychologie, avec l'évolution, avec la biologie, peut-être avec les lois de Dieu, mais pour celui qui n'y croit pas, cela a à voir avec toute l'histoire de l'évolution humaine, ces schémas se répètent. Et comme le dit David Bush, qui est un anthropologue ayant étudié de nombreuses cultures à travers le monde, les schémas se répètent dans toutes. Donc ce n'est pas un sujet exclusivement culturel et social, c'est un sujet très biologique. tout à fait. Et malheureusement, le monde moderne fait preuve d'une grande arrogance, parce que je pense que c'est un acte d'arrogance et de tout. Le fait de penser que tous nos ancêtres se sont trompés, qu'ils ont tout fait de travers, mais Dans tous les domaines. dans tous. Dans tous les domaines. Ils étaient tous machistes, tous misogynes, ils ne voulaient pas donner de pouvoir à la femme, ils étaient terribles. Nous allons changer les règles de l'évolution, nous allons construire de nouvelles règles, vous voyez? Les résultats de ces nouvelles règles sont néfastes, terribles. Fissures, anxiété, dépression, manque d'enracinement, manque d'identité. Et pourtant, ils ne blâment pas et ne se rendent même pas compte que, peut-être que je me suis trompé, et peut-être que les choses fonctionnaient d'une certaine manière pour certaines raisons. Non, il faut doubler la mise, 500 milliards de plus pour le ministère de l'égalité, et 8 conférences supplémentaires dans les écoles pour apprendre aux filles à se teindre les aisselles en violet. Les yeux sont inutiles quand l'esprit est aveugle. Les yeux sont inutiles quand... L'esprit est aveugle, c'est-à-dire les gens préfèrent qu'on leur dise ce qu'ils voient plutôt que de voir de leurs propres yeux et dire je vois ceci. Peu importe ce que tu vois, où était l'étude scientifique qui le prouve. Voilà la société dans laquelle on vit, mec. Totalement. Totalement. Et pour revenir un peu au sujet d'avant, ça m'a fait rire quand il y a eu la polémique de l'eau à Madrid, non? Que l'eau rende les gens gays. Ah, alors là j'ai dû faire un reel pour expliquer qu'évidemment j'exagérais. Je ne pense pas, oui. C'est évident, putain, que tu exagères, mais c'est un même non. Bon, non, ça m'a causé des problèmes, tu vois. Ça m'a causé des problèmes. C'est-à-dire, tu n'imagines pas les problèmes que ça m'a causé dans ma famille. D'accord. Pour que tu le saches, ça m'a causé des problèmes. Parce que les gens, mec, non, c'était un débat sérieux. J'aurais dû le prendre plus au sérieux. Et je vais faire mon mea culpa, parce que quand on affirme certaines choses sur les réseaux sociaux, il faut essayer d'être le plus rigoureux possible.
Si on fait une blague, il faut bien préciser que Il y a des paramètres, c'est-à-dire, bon, pour défendre ton point de vue, il y a des arguments qui disent bon, que l'eau du robinet, à cause du fluor qu'elle contient, etc., et aussi les microplastiques. que ça fait baisser ta testostérone. Oui, J'ai affirmé. Non, attends, je n'ai pas affirmé. Mes mots exacts étaient les suivants. Aujourd'hui, il faut voir si l'eau le fait. tu l'as laissé tomber, tu l'as lâché. Oui, Je l'ai laissé tomber, mais c'est ça. Je pense que pour la guerre que je mène, pour la guerre que nous menons, nous devons être très prudents sur la façon de transmettre l'information, parce que la manière dont elle arrive, la manière dont elle est perçue, va énormément influencer ton image, pour des gens qui attendent peut-être de sortir de la caverne. Alors, celui qui est sorti de la caverne doit arriver et être très intelligent. J'ai beaucoup appris de cela. la question c'est que les gens cherchent toujours à dire non. Jota a tort. D'accord. Mais il y a une réalité que nous sommes tous capables de voir de nos propres yeux, c'est que la société moderne est complètement incontrôlable en ce qui concerne la sexualité. La sexualité. C'est-à-dire, non, les gens ne connaissent plus leur sexualité. D'accord, tu as dit en plaisantant ou tu as fait cette remarque, non? Ça pourrait être l'eau, non? Je dois mettre ça entre guillemets. Ce que j'ai dit, c'est ça a fait le buzz des millions et des millions de fois. Oui, c'est possible. Ils ont même appelé de la télévision et tout. Peut-être qu'il y a autant de personnes LGBTI en ville à cause de l'eau, des microplastiques, et j'ai lâché ça comme ça. Oui, bon, très perspicace. Oui, mais bien sûr, mais tu sais, ouais, tu es très impliqué dans tout ce sujet. Tu me fais encore tout mousser. Bien sûr, mais tu comprends ma position. Oui, oui. Oui, 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 oui. Les microplásticos. Microplastiques, produits agrochimiques, nourriture, aliments sucrés, OGM. Les gens sont normaux, non? Ces gens qui t'ont critiqué ne cherchent pas de solution. C'est-à-dire, ils n'apportent pas. Ni même qu'il existe ce problème, je le sais déjà. Alors c'est de... Ce que je ne veux pas, c'est éliminer le problème parce que le problème est une réalité. Exactement, mais donne-moi une autre solution. Mais tu ne te rends pas compte que je fais preuve de bon sens et d'intelligence en reconnaissant que je dois comprendre qu'il y a certains sujets qui, pour la grande majorité du public, aujourd'hui, dans 4 ans, ne le seront plus. Non. Parce qu'il y a toujours des gens qui... Qu'il faut ouvrir la fenêtre. Il y a 6 ans, bah, tu disais que les États-Unis étaient un pays de pédophiles, dirigé par des pédophiles qui allaient sur des îles pour coucher avec des enfants. Tu n'as qu'à censurer après, non? Ce mot-là, mec. Non, ce n'est pas grave. Eh bien, les gens te disaient, tu es fou. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que tout est une conspiration jusqu'à ce que quelques années passent et que ça cesse d'être une conspiration. Exactement, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur et je l'assume. Pas parce que c'était totalement faux, ni parce que j'affirmais quelque chose de façon catégorique, mais parce que je dois être responsable de la façon dont je transmets certaines informations. Et ça m'a vraiment beaucoup servi pour me dire, d'accord Jota, tu dois être beaucoup plus prudent la prochaine fois, et surtout dans ce débat. En fait, je n'ai pas étudié l'adversaire que j'affrontais, alors qu'il méritait que je me prépare, mais je ne l'ai pas fait. Par orgueil, par ego, car je ne perds jamais un débat et je suis le meilleur. Eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé et je l'ai dit à ma communauté, je l'ai écrit, messieurs, aujourd'hui j'ai perdu mon premier débat. Je l'ai fait. Alors, bon, continuons avec le sujet des OGM, des microplastiques et de l'eau. De la vie, eh bien, ça, plein de facteurs au final font baisser la testostérone. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement cet apport que tu as eu, il y en a des milliers d'autres, non? À ma façon de voir les choses, il y en a beaucoup, oui. Il y en a énormément, évidemment. Merci. Mais, pour revenir au sujet de la Red Pill et tout ça, concentrons-nous sur les vérités qui dérangent et qui existent aujourd'hui. Azariane, comment as-tu commencé à te rendre compte qu'on nous avait menti sur certaines choses? Parce que, bien sûr, pour moi, ça a commencé en 2020. Oui, par là, ouais. C'est-à-dire, tu fais partie des enfants du virus. Oui, tu es un enfant du virus. Moi, tous ceux qui se sont réveillés à cause du virus, on doit s'appeler les enfants du virus pour que ce soit clair. Enfants du virus. Nous nous sommes réveillés à cause des mensonges et des tromperies. Putain, c'est quoi cette histoire avec les trans? Un jour, on te disait une chose, le lendemain, c'était autre chose, puis le jour d'après, on te disait qu'il y avait une souche mortelle australienne, puis le jour suivant, une sud-africaine, puis après, il y avait l'Omicron, après le Deltacron, le Mégapoutotron. Oui, 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 oui. Mon Dieu, c'était fou. Tout ça juste pour penser. Cette fois, on va mourir. Non, c'était absurde. Celui qui ne s'est pas réveillé à ce moment-là est sur Jupiter. Je veux dire, celui qui n'a pas été réveillé à ce moment-là, c'était vraiment difficile de ne pas se réveiller là-bas. Mais aujourd'hui, 6 ans plus tard, penser encore que tout cela n'était pas une mise en scène, franchement, tu es complètement à côté de la plaque. Je veux dire, tu dois être occupé avec d'autres choses. Tu dois vraiment être très occupé avec d'autres choses pour ne pas te rendre compte de tout ça. Tu viens de soulever un point clé sur pourquoi beaucoup de gens ne s'impliquent pas pour connaître la vérité.
Et c'est parce que la vérité demande du temps, non seulement pour la connaître, mais aussi pour la digérer. Je pense que c'est le plus grand problème auquel nous sommes confrontés. Je pense que les vrais problèmes viennent de l'attention. Beaucoup croient que l'argent est ce qu'il y a de plus précieux, mais c'est en réalité notre attention que recherchent les élites. C'est notre attention qui leur donne leur pouvoir. S'ils sont capables de te garder la tête plongée dans les médias, dans les écrans, c'est-à-dire, ils t'ont donné un billet pour aller au cinéma et t'ont fait croire que, comme le billet est gratuit, tu dois passer toute ta vie à regarder quelqu'un d'autre tenir le rôle principal. Tu es le protagoniste de ton putain de film. Qu'on t'ait donné une entrée gratuite pour le cinéma ne veut pas dire que tu dois vivre dans le film de quelqu'un d'autre toute ta putain de vie. C'est-à-dire, réveille-toi. On essaie constamment de te passer un film partout. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les informations, partout, on te passe des films. Il y a des films pour que tu aimes la politique, pour que tu aimes l'économie, pour que tu aimes la religion, pour que tu aimes... Pour tous les goûts, il y a des films. Alors, nous vivons dans un système où il capte toute notre attention. Parce que l'attention, là où tu portes ton attention, tu y concentres ton esprit, tu mets ton énergie, tu mets ton temps de vie, tu mets tout. Donc ce qu'ils veulent, c'est que tu gardes ton attention sur les choses comme gagner de l'argent, par exemple. C'est un système qu'ils ont créé pour te garder là, constamment contrôlé. C'est un système d'esclavage. C'est-à-dire, ils nous ont vendu l'idée capitaliste que le capitalisme, c'est ce qui est bien, non? Oui, c'est bien que tu reçoives de l'argent pour ton travail. Nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire la méritocratie. Nous savons tous que la méritocratie existe en partie. Bon. Tu viens de faire une affirmation extrêmement audacieuse, et en Espagne, en 2026, Dire que tout le monde croit en la... Laissons les choses plus audacieuses. la méritocratie est sur Jupiter. Si je les écarte, mais voyons. Tu ne te rends pas compte que l'Espagne, c'est Jupiter? Oui, 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 oui. Tu ne vois pas ce qui se passe. C'est-à-dire, tu ne vois pas qu'il y a des gens qui essaient de me faire croire à moi que Sara Santaolalla a subi une agression de la part de Vito Quiles, alors qu'on voit sur la vidéo que ce n'est pas le cas, et les gens continuent de défendre que oui. Soyons clairs, Sarah est très intelligente. Parce que tu dois comprendre, écoute-moi bien, je vais te l'expliquer, d'accord? Tu dois comprendre quelle vertu possède Sarah Santaolalla. Elle est à la télévision pour son intellect, pour son savoir, parce qu'elle est... Eh bien, je dirais qu'elle est à la télévision parce que c'est un putain de mème. Elle est à la télévision parce que c'est un mème et qu'elle divertit. Écoute, je suis vraiment désolé, mais c'est une fille qui est un spectacle à elle toute seule. Elle est un peu exubérante. Bon, aussi. Elle parle toujours de façon très vulgaire et elle défend bec et ongle quoi qu'ait fait le gouvernement. Elle a toujours défendu le gouvernement contre toute accusation. Eh bien, parce qu'il faut, il n'y a pas eu. Pas une seule circonstance où elle ait dit écoute, je critique le gouvernement pour ça. En fait, c'est une flatteuse voyante. On pourrait considérer que Sara Santaolalla est une femme moyennement attirante, exubérante, elle s'habille de façon voyante à la télévision. Qu'elle lui plaise, oui. Moi non. Moi, ben, elle ne m'attire pas, mais oui, je comprends ce que vous me dites. Oui, je comprends, oui. Le truc, c'est qu'elle sait qu'elle est là où elle est et qu'elle a la réputation qu'elle a parce qu'elle fait le show et parce qu'elle est un mème et elle en profite et toute l'Espagne est à ses pieds. Non, non, non. Dans le sens où tout le monde regarde ce que fait Sarah Santaolalla, tout le monde parle de son bras en écharpe et tout ça. Oui, voyons. Bon, le truc c'est qu'évidemment, en ce moment, la Sarah, la... C'est l'attention. Enfin, pour revenir un peu au sujet d'avant, non? Le sujet, c'est l'attention. Ils cherchent à la capter, et si, en plein conflit mondial, tu la portes sur l'écharpe de Sarah Santaolalla, alors c'est parfait. Qui en profite? Eh bien, Sarah Santaolalla. Sarah Santaolalla, je ne sais pas si elle en profite vraiment. Je pense qu'elle est victime des circonstances. Eh bien, elle vit de ça au final, non? C'est une victime, mais au final, elle vit de ça. Elle n'a rien à faire, l'argent lui tombe dessus pour faire du spectacle, après tout, et pour attirer l'attention des gens. Situation géopolitique. Tu crois que les gens ne sont pas assez informés pour savoir ce qui se passe vraiment dans le monde? Non, la plupart des gens ne veulent pas connaître la vérité. La plupart des gens préfèrent vivre endormis, et Et quelle est la vérité, Azarian? Dis-nous, non, parce que tu as dit que tu es un homme qui cherche la vérité. Je veux que tu me dises quelle est la vérité à laquelle tu es parvenu actuellement. eh bien, j'aimerais bien la voir. Mon but, c'est la recherche de la vérité. Je ne sais pas si j'accomplirai mon but dans cette vie ou non. Mais ce que je sais, c'est que je consacre mon temps, mon attention et mon énergie à chercher cette vérité. Je peux me tromper complètement et je suis prêt à reconnaître mes erreurs autant de fois qu'il le faudra, et je suis sûr que je me trompe constamment.
Mais bon, au moins, je consacre ma recherche à cela. C'est-à-dire que je consacre mon attention et mon temps à chercher la vérité. Alors qu'il y a d'autres personnes qui, oui, Mais allons être un peu plus concrets. d'accord. La vérité. De quoi parles-tu? De quel plan? Parlons franchement. Où en es-tu dans cette quête en ce moment? Je veux que nous approfondissions ta façon de penser. C'est un moment compliqué de ma vie pour me demander où se trouve la vérité, parce que je viens tout juste de devoir tout restructurer à nouveau. Mais oui, Passons au sujet géopolitique si tu veux. C'est un sujet brûlant, car je dis sur les réseaux depuis quelques jours que toute cette histoire de troisième guerre mondiale, non? Les gens pensent qu'il y a une troisième guerre mondiale, que l'Iran est en conflit avec les États-Unis ou Israël. Et ça fait un moment, ça fait longtemps que je défends l'idée qu'il s'agit d'une guerre, la guerre de la fin des temps, où le but est d'asservir toute l'humanité pour l'éternité. C'est-à-dire, ce serait la troisième et dernière guerre qu'il y aurait parce qu'il n'y a aucun camp. Autrement dit, pour moi, selon ma façon de voir le monde, il n'y a aucun camp. Il n'y a pas de conflit entre les États-Unis, l'Iran et Israël, ni rien de tout ça. Je crois que depuis de nombreuses années, il y a un plan ou un programme pour établir cette guerre de la fin des temps et asservir toute l'humanité. Voilà mon point de vue. On peut donc commencer à discerner si tu veux. d'accord, moi je veux comprendre. Comment ça pas de camp? Que veux-tu dire? Qui veut asservir l'humanité? Ah d'accord. Nous savons tous comment ça fonctionne. Enfin, toi au moins, tu sais un peu comment fonctionne l'argent, non? Tu sais que, comme on en parlait avant à propos du capitalisme, pour revenir un peu sur ce sujet, on nous dit qu'il faut travailler pour avoir une source de revenus, pour avoir de l'argent, pour, eh bien, la méritocratie dont on parlait tout à l'heure, non? Mais la réalité, c'est qu'au-dessus de ce système économique, il y a un groupe de personnes qui sont au-dessus, en dehors de tout ça. Ils ne travaillent pas pour avoir de l'argent, ils le font simplement gonfler, et c'est tout. Et ce groupe de personnes, eh bien, manipule le système capitaliste. C'est-à-dire, ce sont eux qui décident de la valeur de ton temps à chaque instant. En faisant gonfler l'économie, en imposant certaines règles, à travers les impôts. Enfin, ils ont plein d'outils pour faire monter l'inflation. C'est-à-dire, pour que tes économies valent moins, pour que ce que tu gagnes chaque jour vaille moins. Eh bien, c'est ça l'inflation. En fait, toute personne qui connaît l'inflation sait de quoi on parle. C'est-à-dire, il y a une élite qui est au-dessus, qui opère au-dessus de l'argent. Eh bien, cette élite qui opère au-dessus de l'argent, ce sont eux qui ont ce plan. Donc, quel est leur objectif? Parce qu'on nous dit qu'ils veulent des territoires, qu'ils veulent du pétrole, qu'ils veulent encore plus d'argent. En fait, tout ce qu'on nous raconte n'est qu'un reflet. C'est-à-dire que ce que nous pensons qu'ils veulent est un reflet de nous-mêmes. Nous passons notre vie à courir après l'argent en pensant qu'ils le veulent aussi. Mais eux n'en ont pas besoin. Ils appuient sur un bouton pour obtenir de l'argent et contrôlent le système économique mondial. C'est ça le grain, c'est ça la plus grosse part du gâteau. C'est ça la plus grosse part du gâteau. Le sommet de la pyramide, non? Le sommet financier crée de l'argent à partir de rien. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'impression, mais ce n'est pas ce que tu as dit. C'est appuyer sur un bouton, envoyer de l'argent à un gouvernement. Ce gouvernement émet un bon du trésor avec de la dette, puis celui qui imprime l'argent reçoit cet argent déjà produit. Parce qu'il est adossé au travail des machines, des armes, du pétrole, de tout ce qu'ils ont utilisé pour lui donner un véritable soutien. Et en plus, non seulement ils reçoivent l'argent réel déjà créé, mais en plus avec un intérêt qui te laisse sidérer que nous payons tous. Et tant que cette machine ne s'arrêtera pas, tant que cette machine à créer de l'argent artificiellement ne s'éteindra pas, nous ne serons jamais libres. Et je vais aller un peu plus loin. On parle toujours de l'état profond, non? Je t'ai entendu 1000 fois parler de l'état profond, et souvent, on ne sait même pas qui est cet état profond. Récemment, j'ai essayé d'enquêter pour voir qui c'est, mettre un nom, des visages ou autre à ce fameux état profond. Et bon, ce que je pense, c'est que bien souvent, ils n'ont même pas besoin de ça. Ce que tu disais, de saisir de l'argent dans une machine et d'appuyer sur envoyer. Souvent, c'est juste ton identité. Dans ces familles suissantes, on te demande qui tu es et tu n'as même pas besoin de payer, tu passes. C'est-à-dire, non, ce n'est pas... C'est quelque chose que je viens d'inventer à l'instant, mais ça ne me paraît pas insensé. Tu as ton identité, tu es un haut gradé, tu es un haut de la noblesse ou peu importe qui tu es, tu vas dans un hôtel, monsieur. S'il vous plaît, vous êtes invité. Oui, mais moi je vais un peu plus loin sur comment fonctionne le système. Honnêtement, délirer ou spéculer sur la façon dont ils opèrent là-bas, ce n'est pas quelque chose que j'aime faire parce que ce que je sais vraiment, c'est comment l'argent est créé. Oui, oui, Et c'est quelque chose dont toute personne impliquée dans ces milieux peut se rendre compte qu'au fil de l'histoire, même s'il y a des gens qui nient que l'histoire existe, il y a eu, c'est que c'est dans ma tête, c'est tombé, c'est là. son podcast est vivement recommandé. Oui, oui. Regardez le podcast avec Michael. Très bon.
tu te rends compte que véritablement les grands assassinats de grands leaders ou les grandes révolutions qui ont eu lieu pour changer des régimes ont toujours été motivées par le contrôle du monopole monétaire. Un excellent livre s'intitule Historia de la Banca Central y la esclavitud de la humanidad. Je ne l'ai pas lu, mais bon. C'est un livre qui explique très clairement comment des personnages comme Napoléon, Hitler, le tsar Alexandre II, Romanov, c'était le deuxième, n'est-ce pas? L'historien maintenant Alexandre II. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une sorte de conglomérat financier qui voulait s'emparer de l'économie des pays en cherchant à monopoliser l'impression et la création de la monnaie qui, au bout du compte, est ce qui régit la politique. C'est là que les gens investissent finalement leur temps. Mais c'est ça qui régit le monde au bout du compte. Oui, attention, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui le régissent, mais si, avec qui Jésus-Christ s'est-il affronté? Je pense que tu as une affinité pour le Christ, son message et le christianisme. C'était bien avec l'Empire romain, non? Ou pas? Hein? On est d'accord qu'ils se battaient contre les élites? Contre les... Je ne crois pas qu'il se soit battu contre Rome. Je pense qu'il s'est battu, attention, si l'on suit la Bible. Concentrons-nous sur l'histoire officielle. D'accord, l'histoire officielle. J'ai donné mon point de vue, je ne sais pas quel est le tien. C'est que, bien sûr, il y a Michaela là, alors ça me bloque pour parler de certaines choses parce que, putain, oui, Oui, totalement. totalement. Voyons plutôt comment ce serait en réalité. La vérité est la suivante, non? Partons du principe que ce qu'on nous a raconté est vrai et qu'il n'est pas nécessaire de compresser l'histoire, la véritable histoire. Jésus-Christ a pardonné des prostituées, il a pardonné des voleurs, il guérissait des possédés, il n'a jamais montré la moindre colère dans l'Évangile, sauf envers les usuriers et les commerçants qui utilisaient le temple pour s'enrichir. Qui sont ces gens-là? Qui sont-ils? L'élite financière? Je pense que oui, d'une certaine manière, oui. Mais il y a quelque chose de plus derrière tout ça. Ce sont les sociétés secrètes qui existent depuis de très nombreuses années. Parle-moi des sociétés secrètes et explique-moi pourquoi. Pourquoi y a-t-il quelque chose de plus alors qu'il est assez tangible que dans presque tous les postes de pouvoir, dans presque toutes les industries, il y a un certain profil de personnes? Eh bien, parce que l'idéal serait que ce soit tangible pour le reste des gens. C'est-à-dire que ce soit tangible, que tu puisses voir où ce qui est en train de bouger. Mais c'est à cela que servent les sociétés secrètes, pour que tu ne puisses pas voir ce qui se cache derrière et qui fait bouger tout ça. Alors, pour revenir au sujet de la banque dont nous parlions tout à l'heure, n'est-ce pas? Le système économique mondial que nous avons aujourd'hui, il y a les Rothschild. Nous serons sûrement d'accord pour dire que ce sont les Rothschild qui sont plus ou moins impliqués dans tout ce qui concerne le secteur bancaire. Les Rothschild, le secteur bancaire existe depuis bien plus longtemps. Depuis l'ancien empire romain, où parmi ces familles qui ont survécu à la Rome antique, certaines se sont d'abord déplacées vers Venise, créant cette fameuse noblesse noire vénitienne dont on parle. Il y a des gens qui en parlent beaucoup. Je n'en connais que les grandes lignes. Plus tard, ils se déplacent vers les Pays-Bas en créant la première banque mondiale. Et plus tard, ils se déplacent vers l'Empire, c'est-à-dire qu'ils créent l'Empire britannique à travers la City de Londres. Et la City de Londres est celle qui aujourd'hui dirige le monde, contrôle cette banque mondiale. Oui, d'accord, donc cette City de Londres a été créée par ces lignées papales et par cette noblesse noire. Les noblesses noires, ils sont des sociétés secrètes qui existent depuis de nombreuses années, c'est-à-dire elles viennent de la Rome antique. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que l'Empire romain n'est pas mort, ou que l'Empire babylonien ou les Babyloniens ne sont pas morts, parce qu'ils viennent de là, de ses racines. Et cela remonte déjà à l'époque de Jésus-Christ. Et moi, selon ma vérité, ou selon mon point de vue, je considère que Jésus-Christ a essayé de lutter contre ces élites. Il a essayé de dire aux esclaves: «Hé, ces gens-là, ceux qui nous asservissent à travers l'argent, ils n'entreront pas dans le royaume du Père, trop occupés à poursuivre les richesses et à se corrompre pour de l'argent. Mais ils ne cherchent pas la spiritualité, ils ne cherchent pas la bonté, ils ne cherchent pas à se faire du bien les uns aux autres, ils ne cherchent pas l'amour. En fait, ils cherchent tout le contraire, le monde matériel, le matérialisme. C'est mon prisme. Alors, à partir de là, cette nouvelle tendance des haricots était née et je pense qu'ils essaient d'une certaine manière de rejeter la faute de la corruption sur les haricots. Il y a une élite au-dessus pour accomplir l'eschatologie de la fin des temps, qui est finalement là où convergent les religions. Autrement dit, à la fin des temps où le Messie doit venir, et pour qu'il vienne, toutes les nations du monde doivent se rebeller contre le peuple élu. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Je veux dire, je pense que tout l'anti... Oui, 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 tout le monde va se rebeller contre le peuple juif. c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais,
Le Messie, celui des chrétiens. Et dans l'islam, ce n'est pas le même Messie que celui des Juifs. En fait, pour nous, avant que le vrai Messie n'arrive, il doit y avoir un antéchrist, l'anti-Messie. Oui, Et c'est ça le Messie juif. oui, l'histoire, je ne sais pas qui est qui, je ne sais pas qui est qui, je ne sais pas qui est le Messie de l'un, je ne sais pas qui est le Messie de l'autre. Ce que je veux aborder, c'est que les gens attendent ce moment. Et c'est ça qui compte pour eux. Et c'est ça qui a de la valeur pour eux. C'est-à-dire, les gens attendent l'arrivée du Messie. C'est l'espoir que les gens ont. Tant qu'il reste un peu d'espoir, il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de... Autrement dit, si les gens, si tout ce que je te dis est vrai et que nous nous dirigeons vers une dernière guerre pour asservir le reste de l'humanité, si les gens le savaient de cette façon, ils se révolteraient. Ils diraient: mince, on n'acceptera pas ça. Cependant, les gens acceptent cela parce qu'ils attendent le Messie. C'est leur once d'espoir. Alors les gens se disent: bon, le Messie va bientôt arriver. Peu importe tout le mal, peu importe les élites, peu importe tout le mal que nous vivons, peu importe leur objectif, parce que le Messie va venir. Bon, et qu'est-ce qui se passe s'il ne vient pas? Et si tout cela était une mise en scène de leur part? On est foutu. Parce que si ma théorie selon laquelle l'Empire romain existe encore aujourd'hui à travers cette noblesse noire et ces élites qui contrôlent l'économie mondiale, et que l'Empire romain pratiquait l'esclavage, comment était l'esclavage à l'époque? Pourquoi les esclaves ne pouvaient-ils pas se révolter contre le système? Parce que le système où les élites avaient des épées, ils avaient des armes, ils avaient des moyens de se défendre. Qu'ont-ils maintenant? La même chose. La technologie. Et en plus, il y a aussi les armes. La plus grande arme qu'ils ont en ce moment contre l'humanité, c'est la technologie. Autrement dit, toi et moi, dans ce scénario, on ne pourrait sans doute même pas faire ce podcast. On pourrait penser qu'ils enregistraient notre conversation via le téléphone. C'est-à-dire, si la technologie continue d'évoluer et que les MNB s'y sont implantés et toute cette histoire, on saura déjà où tu es à chaque instant, ce que tu dis à chaque instant. Nous leur donnons la permission d'accéder à toutes ces informations privées sur nous et de mettre un code PIN sur notre compte bancaire. Où dépenses-tu ton argent? Quels sont tes centres d'intérêt? Avec toute l'intelligence artificielle. Eh bien, tout cela est déjà suivi. Tu n'as pas besoin d'une personne pour tout suivre. C'est déjà suivi grâce à l'intelligence artificielle. Il suffit juste de serveurs qui suivent tout ça. Jota s'intéresse à diverses choses, à dépenser de l'argent à plusieurs endroits et parler avec différentes personnes. Ce système d'esclavage est impossible à briser. Et ce serait la fin de l'humanité telle que nous la connaissons, c'est-à-dire l'esclavage poussé à son paroxysme. Comme si ni, Tu n'aurais aucune vie privée ni intimité. comment pourrais-tu briser cela? Dès que tu essaies de conspirer, c'est fini. Ils savent déjà et t'égorgent immédiatement. Pour moi, c'est le prisme vers lequel nous allons. Esclavage moderne. L'Empire romain n'est pas mort. Ils ne font que changer la forme de l'esclavage. Et une question. Comment proposerais-tu de lutter contre cela? En cessant de leur accorder l'attention qu'ils veulent. Que se passerait-il si... Mira, écoute, j'espère qu'on ne sera pas censuré, d'accord? Que se passerait-il si, en 2020, nous avions tous éteint la télé, quitté les réseaux sociaux, arrêté d'acheter leurs médias et toutes leurs histoires? Que se passerait-il si, quand ils nous ont raconté cette histoire de balise récemment, personne n'y prêtait attention parce que personne n'écoutait ce qu'ils disaient? Eh bien, ils perdraient complètement le pouvoir. En arrêtant de leur accorder notre attention, ils perdent leur pouvoir sur nous. Ils ne peuvent pas venir individuellement contrôler nos actions ou nous dicter leur volonté. L'outil, c'est l'attention. Ils te créent une pièce de théâtre, ils te créent un film à travers tout leur système bureaucratique et toute leur mascarade qu'ils construisent depuis des années pour que nous leur donnions notre attention et que nous acceptions leur récit. C'est-à-dire, nous sommes contre, mais même en étant contre, nous continuons à leur donner de l'attention. Ils ont mis ça, tu as vu ce qu'il va faire maintenant? Regarde, ils veulent mettre autre chose. Eh bien, d'une certaine manière, nous leur donnons de l'attention. Nous acceptons, nous amplifions leur message. L'attention est cruciale, surtout dans notre monde et notre travail sur les réseaux sociaux. Nous en sommes conscients. Même le négatif est positif, même la haine te rend viral. Totalement. C'est une véritable folie, le monde moderne. Et je suis d'accord pour dire qu'au final, le plan est de contrôler tout ce qui peut l'être. Nous sommes en train de le vivre, c'est-à-dire ce n'est pas une théorie du complot, non. Nous avons non, 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 Agenda 2030. Forum économique de Davos. Oui, oui. La seule chose qu'il faut pour se rendre compte que ce ne sont pas des absurdités, c'est d'écouter leurs messages. Il suffit de les écouter, c'est tout. Exactement. Eh bien, tu as le président de l'Espagne qui veut nous imposer l'identification sur les réseaux sociaux pour protéger les mineurs.
Ont-ils protégé les mineurs face à cette élite pédophile récemment révélée? Non, rien n'a été fait. Pourtant, il faut protéger les mineurs. Mais contre qui? De la société qui est complètement corrompue. Des réseaux sociaux remplis de mensonges. C'est tout un cirque, une pièce de théâtre. Mais qu'est-ce que j'en sais? On doit être des complotistes. D'accord, Azarian, je te rejoins car je pense aussi que qu'ils visent le contrôle absolu. C'est évident pour quiconque voit clair, ils nous le disent exactement. Comme je l'ai dit précédemment, quiconque prête attention, écoute et regarde. Toute personne qui voit de ses yeux ne dit rien, il le raconte déjà. C'est vrai. Alors, penses-tu que simplement en cessant de leur accorder notre attention, ce serait suffisant pour échapper à ce contrôle? Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, ils font des lois qui ici ont bouleversé la vie. Iker, le régisseur, c'est un crack, un gars qui est déjà autonome, et je pense que c'est ce à quoi nous devrions tous aspirer avec la façon dont le monde évolue. Il a ses poules, il a ses panneaux solaires. D'accord, Je veux regarder ce Miratello. on peut venir le voir demain et lui dire tes poules ne sont pas enregistrées, tu sais. Et le pouvoir et la force de l'État, comme ils ont le monopole de la violence, il ne pourra absolument rien faire pour faire valoir ses droits inaliénables à son essence d'être humain. Par conséquent, mettre la tête sous terre et faire l'autruche ne sera pas suffisant. C'est-à-dire, je vais te confronter et te dire que ça ne me semble pas suffisant. En aucune circonstance, le fait de leur retirer notre attention et que ceux d'entre nous qui leur retirent leur attention puissent faire changer le cours que prend l'humanité. D'accord, nous sommes d'accord que c'est un scénario super utopique, c'est-à-dire, il faudrait convaincre énormément de gens de détourner leur attention de là, d'accord? C'est très utopique. Je suis désolé d'être aussi pessimiste, mais tu as donné une clé importante. Ce garçon-là, non? Ce garçon-là, je n'ai pas vu le podcast. J'ai vu un reel ou quelque chose comme ça, et il disait, enfin, il disait qu'il ne payait pas l'eau, non? C'était quelque chose comme ça? Raconte-moi ce que c'était. Le garçon est autosuffisant, il a sa propre eau tirée d'un puits et pompée avec sa propre électricité, il a sa propre électricité, il a sa propre nourriture. Il se débrouille. Non, non, non. Non, non, il vit à la campagne, isolé, en étant absolument autosuffisant. C'est-à-dire, c'est un exemple clair d'une personne qui ne prête pas attention au monde extérieur. Non. Ça, c'est-à-dire, on peut venir frapper à sa porte et le forcer à se plier. Je comprends ton argument. On peut le forcer à se plier quand même. Il est autosuffisant. C'est-à-dire, c'est plus compliqué parce que tu ne dépends plus du système. Tu ne peux pas lui mettre de chaîne quand il n'utilise pas ton système. Mais si on pousse ça à l'extrême, ils peuvent le faire avec une personne, mais ils ne peuvent pas le faire avec toute une société ou avec tout un pays. Mais encore une fois, c'est utopique, c'est-à-dire ce que je propose est un point de vue très utopique, mais je ne peux pas m'empêcher de... Enfin, tu m'as demandé la seule solution que je vois, une solution, la seule solution que je vois, c'est celle-là, c'est utopique. On est foutu, on est cuit, on est cuit, on est complètement foutu. Bien sûr, mais bon. Parfois, bah, j'essaie d'être optimiste. Allez, rêvons un peu, il y aura des jours meilleurs, mais non, ça se complique. Je suis vraiment très pessimiste. J'ai toujours tendance à être très pessimiste. Je n'aime pas être pessimiste et je vais t'expliquer pourquoi. Même en connaissant tout sur le monde de la pédophilie et des élites, je ne peux rien y changer. Je dois vivre ma vie de la manière la plus honorable possible, de la façon la plus épique possible, essayer de conquérir Là, je suis avec toi. tous les terrains qui peuvent être conquis avec les capacités que Dieu m'a données. Et vivre surtout en essayant d'être une meilleure personne moi-même et par conséquent en essayant de m'améliorer. Essayer aussi de rendre le monde meilleur par le poids de mes actions. Ne pas perdre espoir en soi-même, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que tout le système est foutu et que nous allons, enfin, soyons super, enfin, ce n'est pas parce que je suis super pessimiste que je vais agir en conséquence de ce pessimisme. C'est-à-dire, je vais continuer à vivre ma vie de la meilleure façon possible en gardant mon estime de moi, mon énergie, mon humeur ou mon aura au maximum, toujours. Maintenant, si tu me dis, sois rationnel et logique, et vers où nous allons, je suis toujours très pessimiste sur cet aspect-là. Parce que bon, je regarde la société, je vois le monde qui m'entoure et je me dis, ouf, on est foutu. Mec, je veux dire, on n'a vraiment pas de salut, on ne mérite pas la météorite, mais bon, ça ne m'empêche pas de déjà prendre. Ça, à la rigolade, je vis dans une simulation. Ok, allons vivre, allons profiter, faisons en sorte que le film soit le plus épique possible. Totalement, c'est ça. Faisons en sorte que le film soit le plus épique possible. Nous sommes maîtres de nos réalités. Il y a beaucoup de réalités, n'est-ce pas, Bossin? Il n'y en a qu'une seule. En réalité, parce qu'il y a beaucoup de réalités, hein, mais il n'y en a qu'une seule, mais il n'y en a qu'une seule. Crée ta propre réalité. Je suis certain, je suis là, et moi, où se crée la réalité. C'est toi qui l'as créée. Regarde l'autre jour. Comment?
Où et comment? Dans ton esprit? Dans ton propre esprit? Dans la pensée, exactement. Dans la structure de pensée que Exerce. Que tu exerces. C'est pour ça qu'ils veulent te mettre un film pour que tu le regardes tout le temps, parce que tu peux créer ta propre réalité. Et si tu regardes la réalité des autres, la réalité que d'autres te montrent, tu ne vois pas ta propre réalité, tu ne crées pas ta réalité, tu es simplement un spectateur du film des autres. On t'a offert une entrée de cinéma gratuite pour la voir. aujourd'hui, le cinéma, c'est le téléphone portable. N'est-ce pas? Le téléphone portable, les médias, les télévisions, c'est-à-dire, c'est un tout. J'irais même jusqu'à dire que même si tu décides, je n'ai pas de téléphone portable, je quitte les réseaux sociaux, je ne regarde pas la télé, je ne consomme pas les médias, je ne consomme rien de leur propagande. Nous sommes des êtres sociaux, mec. Si le groupe avec lequel tu traînes ou si les gens avec qui tu es sont concernés par ces sujets, forcément, ça va finir par t'entraîner sur ce chemin à la fin. C'est compliqué. Comme tu disais, être libre, c'est connaître la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, donc la voie vers la liberté. Impossible d'être libre sans comprendre le monde où tu vis. Sinon, tu regardes le film de quelqu'un d'autre. Quel est, selon toi, le plus grand mensonge que tu as découvert, qui était en fait un mensonge dans cette quête de vérité? Je pourrais en dire beaucoup. Écoute, je te dirais, on parlait de Matrix tout à l'heure, non? L'histoire du terrier et du lapin, non? On dirait qu'il n'y a pas de fond, mec. C'est-à-dire, quand tu arrives à un point et que tu te dis, d'accord, là c'est le fond, eh bien, il y en a encore plus, non? Le bon côté de tout ça, c'est que plus tu vas au fond, plus tu te rends compte qu'au fond, il y a une lumière. La lumière du Christ, c'est-à-dire que le Christ est au fond de cette grande conspiration. Mais si tu veux que je sois plus précis, le mensonge héliocentrique, je te dirais, c'est un grand mensonge. Tu es un platiste? Je ne suis pas platiste. Je sais que la Terre n'est pas une boule qui tourne. Quelle est la véritable forme de la Terre? Si elle est concave, plate ou... Je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas vue. Mais qu'elle soit une boule qui tourne, j'en suis complètement. Qu'elle n'est pas une boule qui tourne, j'en suis complètement sûr. Peut-être que ça m'aide à garder mon cap, à ne pas être étourdi. Merde! Mec, si tu tournes sans cesse dans toutes les directions, c'est normal d'être étourdi. Ah, ça c'est un truc que j'aurais toujours du mal à croire. C'est les jésuites, mec. En 1600, Ici, nous avons le Seigneur, c'est déjà 1600 et je suis d'accord avec ce monsieur. On va devoir le mettre ici, On le met? on met ce monsieur qu'ils se joignent. avant que Michael n'entre. Que disais-tu sur les jésuites? D'accord, le sujet des jésuites, Hum, pour essayer d'apporter un peu de lumière à ce mensonge héliocentrique. L'une des deux façons d'aborder cela est la première, être fidèle à tes sens, pas à ce qu'on t'a raconté si tu étais fidèle. C'est-à-dire, si nous savons que le système éducatif est l'un des plus grands outils de contrôle social qu'il possède. C'est la manière dont... Enfin, toi, quand tu es petit, tout ce que tu reçois, quand tu es petit, tu ne le discernes pas. C'est-à-dire, tu l'acceptes parce que c'est un adulte qui te l'enseigne, quelqu'un qui en sait plus que toi, donc tu l'absorbes. Et ensuite, une fois que c'est construit, il est facile de tromper quelqu'un, mais difficile de le convaincre qu'il a été trompé. C'est pour ça que le système éducatif, quand tu es jeune, sert à te mettre tout cet endoctrinement dans la tête. Alors, si on ne t'avait jamais endoctriné de cette façon, si on ne t'avait jamais raconté l'histoire qu'ils veulent, parce qu'au final, et je le répète, le mensonge héliocentrique a été créé par les jésuites, et le système éducatif a aussi été créé par les jésuites. Tu as donc déjà deux points de convergence. Si on ne t'avait jamais raconté cette histoire, aurais-tu cru vivre sur une boule qui tourne? Si au lieu d'écouter les études scientifiques, la réalité qu'on te projette et le récit qu'on te raconte, tu fais confiance à tes propres sens, tu comprends déjà que tu ne vis pas sur une boule qui tourne. Et d'un autre côté, les jésuites en 1600, encore une fois, je mentionne à nouveau mon collègue ici. En 1600, ils ont financé de nombreux astronomes pour placer le Soleil au centre. C'est-à-dire, nous vivions dans un modèle géocentrique. Autrement dit, ce n'est pas que la science ait progressé. Et maintenant, soyons plus intelligents qu'avant et trouvons un modèle bien plus proche de la vérité. Non, les deux sont solides, l'un n'invalide pas l'autre, c'est juste une question philosophique. Alors, ce qu'ils ont fait dans les années 1600, c'est financer ces astronomes pour placer le Soleil au centre, pour faire les calculs nécessaires afin de mettre le Soleil au centre. Parce que ces élites vouent un culte incroyable au Soleil, alors ils voulaient remettre le Soleil au centre. Pourquoi? Là, ne me demande pas. Je tente toujours de démonter cette conspiration. Je veux savoir pourquoi ils placent le Soleil au centre et lui vouent un culte. Mais si tu jettes un coup d'œil au monde dans lequel tu vis, tu vas te rendre compte que le culte du Soleil est monumental.
C'est l'une des histoires, mettre le soleil au centre pour que nous l'idolâtrions tous, le dieu soleil. Messieurs, après une courte pause pour ajuster les caméras, Michael est entré sur le plateau. D'accord, j'ai vu ce garçon, Michael, dans le précédent podcast qu'il a enregistré avec J, et il était très en phase avec certaines de si tu es arrivé ici dans le podcast, tu as compris que je suis un putain de complotiste. Je m'efforce de démonter et démêler le monde où je vis en abordant toutes sortes de conspirations. Alors, quand il mentionne les travaux de la nouvelle chronologie d'Anatoly Fomenko, je me dis que c'est la première personne hispanophone que je vois parler de ça. Et moi-même, j'ai écrit à Michael ce jour-là, et je lui ai dit « bravo à toi pour ton excellent travail ». Et je veux en savoir plus, ça m'intéresse vraiment d'en savoir beaucoup plus, non? Alors, puisque j'ai l'opportunité de l'avoir ici, pour moi c'est un honneur de pouvoir partager et d'essayer de chercher la vérité. Au final, c'est ce que nous faisons tous les deux. C'est ce qui nous unit. Eh bien, merci, pardonnez-moi pour ce caméo, non? Totalement improvisé, on me l'a demandé, d'accord? Alors, bienvenue à nouveau, non? Nous sommes là. Voulait-il vraiment être au centre de l'attention? Non, c'est moi qui ai insisté. Zarian a accepté car je veux qu'il se sente à l'aise. Merci pour la présentation. En fait, mec, c'est curieux quand il dit non, c'est moi. Je suis un complotiste qui tente de passer de la conspiration à la méthode, mais merci quand même. Il a fait quelque chose que je trouve très louable, car lors de 2 émissions enregistrées avec Jota, je ne l'ai pas fait. Nouvelle chronologie de Fomenko, 2 fois j'ai enregistré sans le mentionner pour une raison quelconque. Mais bon, tout est correct et voilà, je suis ici pour apporter quelques éléments sur les jésuites et tout ça. Je les ai vus, assis derrière à discuter d'histoire et d'histoire alternative. Jota me regardait parfois, alors j'ai fini par entrer, les gars. Oui, j'ai dû entrer et je t'ai amené. Parce que je veux clarifier plusieurs choses. Est-ce que tu rends les jésuites responsables du système héliocentrique? Et pour la chronologie que tu qualifies de fausse, tu accuses aussi les jésuites? S'il te plaît, je continue de dire que les jésuites sont un outil de cette élite supérieure, qui sont les fameux. Les lignées papales et la noblesse noire sont un de leurs outils, d'accord? Mais oui, le sujet de la chronologie, ce sont eux qui ont construit plus ou moins notre histoire, nos croyances, notre science, nos histoires. Ils sont partout. Ce n'est pas seulement mon opinion. Je crois que Michael est d'accord avec moi. Michael ou Michael? Michael, ni l'un ni l'autre. Je demande à Michael, est-ce clair pour toi? Dans le podcast enregistré ce matin, comme vous le voyez, je porte les mêmes vêtements. C'est-à-dire, ce podcast, celui de Michael, sera publié en premier et vous le verrez la semaine suivante. Celui que je fais avec Azarian est, à la fin, un caméo de Michael. Il est totalement vérifiable que ce sont les jésuites qui sont derrière la chronologie établie et officielle de l'histoire. Et il est aussi vrai, comme tu l'affirmes en tant qu'historien, que les jésuites ont financé de nombreux astronomes au XVIe siècle. C'est-à-dire, cela est vérifiable parce que je vois Hazar et Azarian comme des personnes très impliquées dans la conspiration, alors que toi, je ne te vois pas impliqué dans la conspiration. Ce que je vois en toi, c'est un analyste de données. Donc, je veux comparer leurs informations avec celles que tu as et voir si ce récit que vous m'avez raconté ici a un fondement. Sinon, il apporte logiquement de nombreuses informations fouillées et trouvées à divers endroits. Le problème, c'est que, pour qu'une conspiration cesse d'en être une, il faut une méthode. Il a peut-être raison sur de nombreux faits, mais ignore peut-être comment les relier. J'ai peut-être une bonne méthode, ou pas. La science que je vulgarise doit logiquement être appuyée par de nombreuses données. C'est-à-dire que ce soit ce que font les mathématiciens ou ce que font les personnes indépendantes, n'est-ce pas? Rassembler des informations, c'est absolument nécessaire parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire, même pas 10, même pas 100. Alors, cela dit, il a raison sur le fait que les jésuites ont été présents dans l'histoire de tous les grands progrès scientifiques et techniques à partir du XVIe siècle, c'est-à-dire absolument tous. La chronologie, Denis Petavius, l'un des grands chronologistes, était jésuite. Scaligé, non, il était protestant, mais Denis Petavius, oui. Dans le podcast que nous avons enregistré tout à l'heure, je t'ai mentionné le rôle des jésuites dans la création de l'histoire artificiellement allongée de l'Asie, oui, surtout, d'accord? C'est-à-dire surtout la Chine, en le reliant à ce qu'il dit sur l'astronomie. Ce sont les jésuites, comme je le dis dans ce podcast, qui ont apporté les tables astronomiques des éclipses et des calculs rétroactifs en Asie pour y consolider une chronologie et l'ancrer à des éléments astronomiques afin de dire, vous voyez, il y a une corroboration astronomique qui dit que ce document est ancien.
Et en réalité, ce sont des rétrocalculs, c'est-à-dire des dates antidatées, des dates ramenées en arrière, ce qu'on pouvait déjà faire au XVIe, XVIIe siècle, d'accord? Ce que je soulignerais, c'est que les jésuites n'avaient pas une pensée unique, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas tous la même chose. Il y avait des jésuites qui défendaient une chose, d'autres qui étaient peut-être dans une position intermédiaire, et d'autres jésuites qui défendaient totalement le contraire. C'était une lutte, c'était un bras armé, intellectuel, qui, comme il l'a bien dit, était un outil de la célicidade. Et puis, quand elle a commencé à devenir gênante, justement, ils s'en sont débarrassés. Mais il est vrai que les jésuites, ceux-là même qui ont peut-être favorisé et rendu possible l'héliocentrisme, ici je ne vais pas dire si c'est correct ou non, je ne prends pas position là-dessus, d'accord? C'est-à-dire que dans la nouvelle chronologie, je reste dans l'astronomie officielle, d'accord? Mais en réalité, ce n'est pas le sujet. Donc, tout ce que je dis, c'est qu'il y avait des jésuites qui étaient en faveur de l'héliocentrisme et qui, disons, ont favorisé l'instauration de cette théorie, et il y en avait d'autres qui pouvaient très bien y être opposés. En fait, par exemple, même si ce n'est pas pour des raisons liées au système du monde, héliocentrique ou géocentrique, nous savons qu'un jésuite a effectivement instruit le procès de Galilée, pour d'autres raisons. C'est pour montrer que les jésuites n'approuvaient pas tous les progrès scientifiques. Je voudrais faire une courte parenthèse sur les conspirations, d'accord? Et en fait, au final, je suis quelqu'un qui essaye, comme je l'ai dit au début, je suis quelqu'un qui essaye de chercher la vérité. Ma vérité. Enfin, pas ma vérité, la vérité, mais pour moi, pas pour l'expliquer aux autres. Parce qu'il y a quelque chose que les gens recherchent beaucoup. Pour revenir au sujet qu'ils aiment avoir un guide, ils aiment qu'on leur raconte la vérité et qu'on leur dise c'est comme ça et comme ça. Je n'ai pas la vérité. Je me tromperai des milliers de fois. Ce que je fais, c'est essayer de la chercher. Et ma méthode pour la chercher, au final, je ne me suis pas spécialisé dans un domaine précis. Je ne me suis pas spécialisé dans l'histoire ou dans l'héliocentrisme. Pour ça, si vous voulez connaître l'histoire, regardez-le lui. Pour en savoir plus sur le mensonge héliocentrique, cherchez Hiru, avec qui j'enregistre aussi avec Jota. C'est-à-dire, si vous voulez, si vous avez vraiment de l'intérêt ou soif de connaissances, vous pouvez continuer à tirer le fil. Je reste très superficiel parce que ma recherche, au final, je l'ai menée dans beaucoup de domaines différents. Je ne peux pas m'arrêter sur les détails. C'est-à-dire, je ne peux pas m'arrêter sur les détails pour chaque chose. Je n'en ai pas besoin. Souvent, il me suffit de rassembler 4 ou 5 éléments pour avancer et chercher la vérité. Et d'un autre côté, je ne peux pas non plus prétendre convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit en une conférence d'1 heure, de 2 heures ou peu importe, parce que ce sont des heures et des heures et des heures de recherche. C'est-à-dire, j'y ai consacré beaucoup de temps dans ma vie. Cet homme-là, cela fait 10 ans qu'il étudie, qu'il enquête sur tout cela. Cela fait 10 ans. Moi aussi, cela fait longtemps que je cherche la vérité. En 1 heure de conférence ou dans un podcast, il est impossible de convaincre quelqu'un. Je ne prétends pas le faire, je donne seulement les grandes lignes. Si tu es vraiment intéressé, au lieu de me traiter de complotiste, cherche les informations auxquelles tu dois répondre. Ce que tu viens de dire est très important. C'est très difficile de condenser tous les podcasts, tous les livres, toutes les informations qu'on recueille et de les résumer à quelqu'un qui veut être convaincu en 1 heure, bien sûr. Les gens veulent ça, ils veulent ce qui est facile, ce qui est rapide. Ils ne veulent pas chercher, ils veulent juste être là. Très souvent, les gens me disent « Non, je n'ai pas le temps d'enquêter là-dessus, tu sais. » Beaucoup de fois, on me dit « Bon, raconte-moi ta version. » Tu racontes ta version et ils te disent « Eh bien moi, je n'ai pas le temps de faire des recherches. » D'accord, mais si tu n'as pas le temps, ne me pose pas de questions et n'essaie pas de débattre avec moi. C'est qu'ils ne posent pas de questions, ils remettent en question. Oui, exactement. Parce que si tu me demandes sincèrement, je peux t'expliquer. Mais si tu passes ton temps à me remettre en question, à me dire « Bon, je n'ai pas lu le livre, je ne veux pas lire le livre, mais je veux tout remettre en question. Je veux te dire que tu as tort. » Eh bien, dis-moi que j'ai tort, mais dis-le-moi avec des arguments. Je serais ravi d'entendre tes arguments contre. Mais s'il te plaît, lis le livre d'abord pour pouvoir avoir un point de vue. Exactement. Toi, Est-ce que quelque chose de semblable t'est déjà arrivé? Moi, eh bien, évidemment, c'est-à-dire au final, la critique que les gens font toujours, la critique facile, c'est « ça ne peut pas être parce que ça ne peut pas être ». Ça ne peut pas être parce que ça ne peut pas être, d'accord? C'est-à-dire, c'est la critique facile. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas possible. Parce que je le... en te le racontant d'une autre manière à l'école. Effectivement. Ou parce que le grand classique, on sait quoi au juste? Non, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est ça? Impersonnel. Comment ça? On sait. Toi, tu sais sur quelle base? As-tu au moins étudié le sujet? Quelle source as-tu consulté? On peut débattre si tu veux. Le vrai problème, c'est l'obstination. Je reviens toujours au même point. Les gens ont peur du mot conspirer, tu vois? Parce que maintenant, si vous faites attention, ils ont poussé le bouchon encore plus loin et maintenant ils ont transformé ça en conspiranoïa. Ils ont mélangé conspiration avec paranoïa. En réalité, toute l'histoire et la politique humaine reposent sur des conspirations. Conspirar signifie respirer à l'unisson.
deux personnes s'accordant pour un même but. Il y a des conspirations, même dans les familles, d'accord? Il y a des conspirations. Autrement dit, la conspiration était quelque chose d'absolument naturel. Je reviens toujours à la même chose. Dans la quête de vérité, il faut, selon moi, rester objectif. Et les gens disent, il ne faut jamais se fermer à rien. Écoute, il ne s'agit pas de se fermer ou non. Il s'agit de voir la clarté. Et surtout, la logique. La logique de la méthode. Si on te dit, n'est-ce pas, que dans ta recherche de la vérité, on te raconte un témoignage, ce n'est pas pareil que, par exemple, dans un procès, un témoignage n'est pas une preuve à charge. Un témoignage doit être prouvé par des faits. Aujourd'hui, dans ce pays, un témoignage peut ruiner ta vie, ce qui ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas être comme ça. Donc lui, par exemple, dans sa recherche, je suis sûr que sans savoir pourquoi, il est tombé sur certains indices. Mais la question c'est, pourquoi faire? Il puisse les relier, et pour que beaucoup de ceux qui sont tombés sur cette vérité puissent les relier, il leur manquait justement cet axe central que, selon moi, propose par exemple la version que je défends. Moi, Azaria, il m'arrive quelque chose de très semblable à ce qui t'arrive. Et c'est que je suis tombé sur plusieurs vérités, mais qu'au bout du compte, je n'ai pas la méthode pour tout relier de la même manière. Et vraiment, c'est très honorable et très honnête de reconnaître, tu sais, que je ne sais pas si le point où je me trouve maintenant est la vérité. Mais ce qui est clair, c'est que je considère que même si certaines personnes peuvent trouver que ce que tu as dit ici, ou le terraplanisme, ou quoi que ce soit, ressemble à des trucs de charlatans, je considère que c'est toujours positif que la société retrouve l'esprit critique et qu'on ne te donne pas le travail tout mâché. Totalement. Je considère que c'est bien et que c'est plus positif que négatif de remettre certaines choses en question tant qu'il y a une base. Mmh. Oui, au final, le fait de t'appeler conspirationniste, c'est comme quand on t'appelle 1000 fois macho ou misogyne. C'est-à-dire, je n'ai pas d'argument pour te contredire, je n'ai pas d'argument pour te confronter, alors je vais t'insulter. C'est-à-dire, d'accord si tu veux m'appeler conspirationniste, argumente, donne-moi, confronte mon point de vue, et si le tien est plus logique et plus rationnel que le mien, ou s'il y a plus de science derrière que le mien, je serai ravi de changer d'avis. Je suis quelqu'un qui cherche encore la vérité. Et je suis d'accord pour dire que je me suis trompé. En fait, je me suis trompé des milliers de fois et ce que je dis aujourd'hui, peut-être que dans un an, j'aurai un autre point de vue différent, non? Mais bon, au final, c'est de ça qu'il s'agit, chercher la vérité. D'être capable de mettre les émotions de côté, de faire mourir ton ego, de dire OK, pour chercher la vérité, je dois souvent savoir me détacher de ces émotions. C'est ce dont on parlait au début du podcast. Pour revenir un peu au sujet de Michael, il m'a un peu éclairé parce que ces derniers mois, je cherchais un peu qui était Jésus-Christ. Oui, l'histoire officielle, on la connaît déjà, mais moi, je cherchais à aller beaucoup plus loin. Et il m'a apporté quelque chose de très nécessaire parce que, comme tu le disais, non, la mort, c'est vraiment fou. J'ai du mal à l'accepter. Qu'on ait vécu 800, quoi. 874. 874 ans après Jésus-Christ, et que l'Égypte et l'Empire romain sont postérieurs à Jésus-Christ. J'ai raison. Bon, si tu veux commenter, vas-y. C'est-à-dire l'Empire romain primitif, d'accord? Celui dont le Christ était l'empereur, c'est ce qu'on appelle l'Empire byzantin, c'est-à-dire l'Empire des Grecs, d'accord? Des Hellènes, des Anatoliens. Ensuite, l'Empire romain italien est une création artificielle avec, disons, des nuances politiques. Et l'Égypte pharaonique monumentale que nous connaissons, est précisément un pays absolument chrétien du christianisme primitif. En fait, c'est, disons, la grande métropole funéraire, c'est-à-dire c'est le cimetière. C'est pourquoi il se consacrait autant au culte des morts, c'est-à-dire exclusivement, si tu analyses l'histoire de l'Égypte, tout tourne autour du monde funéraire. Le livre des morts d'Osiris? Tout. Les gens demandent pourquoi cette obsession. On te dit non, mais ça obsède. Mais en réalité, c'était parce que c'était le cimetière de ce grand empire qui, autrefois, en tant que civilisation, est né en Égypte, puis s'est déplacé en Anatolie, puis est allé plus au nord. Et quand il était œcuménique, logiquement, où veux-tu qu'on t'enterre? Sur la terre de tes ancêtres, avec tes parents, c'est-à-dire, et c'est ainsi qu'est né précisément l'immense cimetière égyptien. Et toute la symbolique, et c'est ce que je t'ai dit quand on enregistrait le podcast, même les hiéroglyphes, autrefois, beaucoup les lisaient comme s'il s'agissait de phrases entières, de concepts théologiques, liturgiques. Ce n'étaient pas des noms de pharaons ni des batailles, etc. Cette interprétation a été faite plus tard avec Champollion grâce à la pierre de Rosette. C'est que c'est... À dire, c'est dur de dire tout ça. Bien sûr, C'est comme si on n'était même pas capable de comprendre jusqu'où va le terrier du lapin si on part du principe que tout ce qui est dit ici est vrai.
Je sais que vous n'avez pas de mauvaises intentions en essayant de tromper qui que ce soit, mais les gens peuvent dire merde. Non, bien sûr qu'ils vont dire merde. Ah, je suis en train de dire merde en ce moment même. C'est vraiment très complexe en fait. Pour moi, le plus simple serait de me dire que tout ça n'existe pas et que l'histoire qu'on nous a racontée est telle qu'elle est. J'aurais préféré que ce soit ainsi, non? J'aurais préféré ne pas avoir à démêler toutes ces histoires. Mais bon, tout ça dont parlait M, Michael, d'accord, j'aborde tout ce sujet après avoir vu que l'histoire du Christ en est une. Au début, je pensais que c'était une compilation de l'histoire d'Osiris et Horus, de Mitra, de Bouddha, de Krishna. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnages à travers l'histoire qui ont soit accompli les miracles que Jésus-Christ a accomplis, ou bien la naissance ou la mort sont similaires. Alors je me dis, Jésus-Christ a-t-il vraiment existé à un moment donné? Ou est-ce une histoire construite à partir de tout cela? Alors, quand il vient et dit tout cela est arrivé après, cela donne beaucoup plus de sens à la force du personnage de Jésus-Christ. Quelque chose à ajouter, Michael? Oui, absolument vrai. C'est-à-dire, l'histoire officielle nous vend l'idée que le christianisme est le résultat d'un syncrétisme et d'un mélange de diverses religions anciennes. Disons cela, n'est-ce pas? C'est comme, il faut imaginer une pyramide, c'est-à-dire qu'avec une base large, tout convergeait ensuite vers la pointe, disons, n'est-ce pas, en construisant le récit du Christ. Le révisionnisme scientifique basé sur les mathématiques et l'astronomie affirme au contraire qu'il s'agit d'une pyramide inversée ou d'un arbre. C'est-à-dire qu'à partir d'une même racine qui était le Christ a ensuite poussé un tronc qui s'est ramifié dans toutes les différentes cultures et religions que nous connaissons aujourd'hui, qui apparemment sont différentes, mais qui par hasard ont toutes un lien commun, un tronc commun. Et puis, bien sûr, comme beaucoup de gens ne savent pas l'interpréter parce qu'ils continuent de croire que nous avons 5000 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils font remonter ce tronc encore plus loin dans le passé. C'est de là que naissent toutes les théories sur les Atlantes, les Anunnakis, les je ne sais quoi, les je ne sais combien. Tout cela est beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus simple. Et il y a quelque chose que tu évoquais à propos de cette vie dans l'au-delà qu'on retrouve tant chez les Égyptiens dans le livre d'Osiris dont je parlais tout à l'heure, par exemple. Cela se fait encore aujourd'hui et cela se pratique depuis de nombreuses années auprès des initiés dans les sociétés secrètes. L'une des choses que l'on fait lors du rituel d'initiation, c'est le rituel de cette vie dans l'au-delà. C'est-à-dire, dans l'Égypte ancienne, on les faisait passer par une mort symbolique. On les faisait mourir symboliquement, on les plaçait pendant 3 jours dans un cercueil, leur faisant croire qu'ils étaient morts. Parce que pour eux, pour ces mythologies ou ces civilisations, eh bien, quand tu meurs, tu rencontres les dieux du ciel et ils te font passer une vie dans l'au-delà. Donc, c'était pour te guider, pour que tu saches ce que tu vas vivre quand tu mourras. Ils te faisaient vivre une mort symbolique 3 jours, puis te ressuscitaient le troisième. Et c'est quelque chose qui se faisait déjà dans l'Égypte ancienne et qui continue à se faire aujourd'hui dans les sociétés secrètes pour les initiés. C'est-à-dire, c'est une mort symbolique pour te préparer à cette vie dans l'au-delà. Je ne sais pas si tu sais, si tu peux ajouter quelque chose à ce sujet ou si tu en avais entendu parler. Non, pas précisément cela. Pas précisément cela. La seule chose que j'ajouterais, et je pense que je vais conclure ma partie ici, c'est que nous avons aujourd'hui beaucoup plus de symbolisme chrétien que ce que nous pensons. Il ne faut pas seulement considérer la tradition chrétienne moderne que nous connaissons. Il faut, après l'analyse et la révision scientifique, se rendre compte que beaucoup d'autres fêtes, beaucoup d'autres liturgies, des traditions que nous considérons aujourd'hui comme païennes, en réalité ne le sont pas et ne proviennent pas du paganisme. Parce que le paganisme est une autre des branches de l'explication de l'interprétation de la religion originelle chrétienne, simplement adaptée à l'idiosyncrasie et aux croyances régionales de chacun. C'est pourquoi, par exemple, le Christ est devenu Krishna, n'est-ce pas? Et cette religion hindoue si bigarrée, colorée et étrange, n'est-ce pas? Avec ses serpents, ses visages, c'est-à-dire que chaque région a apporté sa propre contribution. Et un exemple que tout le monde connaît, ce sont par exemple les corridas. Les corridas sont étroitement liées au christianisme, même si les gens disent qu'elles sont païennes, mais elles sont aussi étroitement liées à Mitra, qui est un reflet du Christ. D'accord? C'est pour cela que Mitra apparaît en train de poignarder un taureau d'en haut, etc. C'est aussi pour cela que la mitre papale s'appelle mitre. Bien d'autres questions se posent. Nous pourrions parler des corridas, de la symbolique du taureau, mais il s'agit avant tout de la passion et de la mort du Christ sur la croix. Eh bien, une vraie folie. Pour moi, c'était extrêmement intéressant, rien d'autre. Merci beaucoup les gars, c'était un vrai plaisir. Pour conclure ce caméo de 10 minutes, adressez un message au public. J'espère que cela vous a plu.
Eh bien, mon message sera de cesser d'être moutonnier et de commencer à tout remettre en question, à tout se demander, à ne pas suivre les courants et à ne pas suivre ce que dit le berger. Il est temps que la société se réveille. Merci. Et je dirais, les gars, eh bien, plus ou moins en paraphrasant, non? Continuez votre quête, d'accord? Bien ancré dans la méthode scientifique, d'accord? Essayez d'être aussi rigoureux que possible et ne vous laissez pas facilement tromper d'en haut par des impositions idéologiques. Surtout par l'idéologie. L'idéologie, c'est une idée, un biais partiel de la réalité extrapolée au logos, la totalité du savoir. Ne tombez pas dans le piège des élites et sans tomber dans des réductionnismes absurdes ni des théories du complot absurdes, d'accord? Comme les licornes et d'autres choses, il y a 1000 choses à dire. Essayez d'être, disons, aussi rigoureux que possible dans votre analyse. Rien de plus. Messieurs, j'espère que l'émission avec Azarian et le caméo final vous ont plu. Et de plus en plus, nous allons faire des émissions qui confrontent les réalités établies par tous. Le but de ce podcast est d'inviter des personnes qui n'auraient jamais la parole à la télévision. Donc si c'est pour faire la même chose que ce qui se fait à la télé, regardez la télé. Simple, non? Je ne crois pas qu'il y ait plus de mystère dans ce que j'allais dire. C'est un immense plaisir de vous avoir ici, les gars. Merci. On a eu une bonne discussion. L'émission sera mise en ligne telle qu'elle. Celle-ci est pour mon cher Bourou. On publiera d'abord celui de ce matin, puis celui-ci pour garder la continuité. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Factoria.